Bonjour à toutes et à tous, merci Aurélie. C'est un vrai plaisir et un honneur pour moi de pouvoir vous présenter un petit peu ces éléments autour de la supervision. Alors, au sujet du titre, justement, à main levée, sondage rapide, est-ce qu'il y en a qui ont une idée très précise de ce dont je vais parler, comme ça, en voyant ce titre? Voilà, c'est bien le problème des acronymes. Donc, blague à part, c'est vrai qu'on parle beaucoup en acronyme dès lors qu'on parle de la réforme, notamment du 3e cycle, de la phase de consolidation. C'est aussi vrai quand on va parler d'outils de supervision, d'évaluation. Et on va essayer de naviguer un petit peu plus clairement autour de ça. Pour la préparation de cette présentation aujourd'hui, il y avait finalement deux approches. Il y en avait une première qui aurait consisté à pouvoir vous donner comme ça une liste d'outils, de les présenter un par un dans une présentation qui s'apparenterait à une forme de cours magistral sur les outils de supervision. Et l'autre approche, qui est celle que j'ai choisie, c'est justement d'essayer d'envisager plutôt cette réflexion autour de la sélection des outils de supervision et de leur utilisation, parce qu'il y en a plein dans la littérature, et de pouvoir justement envisager comment on va pouvoir sélectionner ces outils et les utiliser à bon escient. Puisque finalement on connaît le BM dans le soin, et en éducation médicale on a aussi une approche similaire avec un petit peu plus de modestie sur les niveaux de preuve, ce qu'on va appeler le Best Evidence-Based Medical Education, donc l'enseignement en sciences de l'éducation basé sur les meilleures données probantes possibles. Et donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, moi je suis membre du bureau national du CNGE Collège académique et je perçois une indemnisation à ce titre. Alors, pour commencer, peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi parler de BM dans cette plénière ? Eh bien, pour deux raisons. En fait, la première, c'est que c'est quand même l'un des objectifs majeurs de cette 4e année, c'est de développer l'expertise clinique des médecins généralistes nouvellement diplômés, notamment dans les situations complexes. Et je pense à ce titre notamment au suivi longitudinal et plus particulièrement des patients multimorbides, qui restent un pan majeur de notre activité en tant que médecin généraliste, mais que la formation actuelle ne permet pas d'appréhender pleinement et dans toutes ses dimensions. Et ensuite, parce que justement, cette expertise, elle réside dans un processus de décision qui se fait à l'intersection en fait entre les données probantes, évidemment, mais aussi les particularités de la situation clinique et les préférences du patient pour essayer de trouver la meilleure option possible à proposer. Eh bien, en éducation médicale, en tant que formateur en charge de construire des dispositifs de formation, on s'appuie aussi sur une démarche décisionnelle qui s'appuie sur des données probantes. Et puis, ces données probantes, elles ont des niveaux de preuve différents. Puisque finalement, voilà, on a souvent cette impression que quand on fait de la pédagogie, on fait un peu ses choix comme ça, on a envie de faire quelque chose, alors on le fait. Il y aurait une autre approche qui consisterait à être vraiment uniquement de se dire « Ah non, moi, il me faut des essais randomisés, contrôlés, en double aveugle, des interventions pédagogiques. » Et là, je pense que ça surprendra personne si j'annonce que ça n'existe pas trop en éducation médicale et que ça n'est pas possible. Et du coup, finalement, comme en soins, on est obligé finalement d'essayer de trouver une décision qui soit la plus équilibrée et pertinente possible en s'appuyant sur différents critères. Et du coup, on a des cadres qui sont proposés pour pouvoir analyser ces données probantes dans une approche qui contient comme ça plusieurs dimensions. Donc évidemment la qualité et des études qu'on a, mais aussi finalement considérer des choses comme l'utilité. À quel point est-ce que l'intervention pédagogique ou l'outil pédagogique qu'on évalue, qu'on étudie, il est transposable facilement sans avoir besoin d'être distordu et réadapté et pour être transposé dans mon contexte. La portée et l'étendue, est-ce que c'est vraiment... et ça, je vous montrerai des éléments tout à l'heure d'une étude, et c'est intéressant d'évaluer, est-ce que cet outil pédagogique, en fait, il est juste utilisé dans un seul centre, appuyé sur un avis d'expert, ou est-ce que finalement, on voit que c'est un outil qui s'est implémenté dans des contextes différents et sur lequel on a d'autant plus de facilité à envisager sa transférabilité. La force et la puissance d'effet, on a envie quand même ces outils qu'ils aient le meilleur impact pédagogique possible. Et puis est-ce que l'objectif de l'outil répond bien à mes objectifs en termes pédagogiques et le contexte, ou comment est-ce que c'est utilisé.
À ce stade, j'ai bien conscience que ma présentation peut vous paraître bien théorique. Et on va justement essayer de voir ensemble comment ces approches théoriques pour envisager l'ingénierie pédagogique, elles ont des traductions très concrètes en pratique, et notamment dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui de la mise en place de pratiques de supervision adaptées aux docteurs juniors en médecine générale. Je vais vous présenter un premier travail avec, par exemple, sur l'évaluation des compétences des étudiants, parce que ça reste un défi majeur, et y compris en évaluation formative. L'évaluation, on a souvent cette image, ça c'est très ancré dans la culture française, quand on dit évaluation, en général, ça déclenche une petite réaction épidermique. Mais l'évaluation, c'est aussi ce qui permet de mesurer une progression, de pouvoir apporter une rétroaction qui soit adaptée et qui permette de soutenir les apprentissages. Et en fait, de nombreux outils existent et c'est vraiment pas facile de s'y retrouver. Du coup, par exemple, avec Yann Brabant, qui est professeur associé à Poitiers, on a co-encadré 2 thèses. Vous voyez les noms de nos confrères et consoeurs qui ont réalisé ces travaux et qui étaient complémentaires, en se disant on va faire d'abord une scoping review, c'est-à-dire une revue de la portée, qui permet une cartographie exhaustive, à un instant T, des outils qui sont décrits dans la littérature, et puis de leur contexte d'utilisation. Et puis en parallèle, on a fait un travail un petit peu plus de synthèse qualitative de la littérature, qui s'appuyait sur une méthode qu'on appelle de synthèse interprétative critique. Et l'idée, c'était de définir à partir des données publiées, qu'est-ce qui caractérise un bon outil d'évaluation des compétences, comment on choisit les bons outils. Et par exemple, donc cette scoping, vous voyez, on voit que la littérature, elle est quand même assez riche sur le sujet. Et il y a énormément d'outils qui sont ressortis. Alors là, on est vraiment sur l'évaluation en global. C'est pour ça que vous voyez quelque chose comme les ECOS qui ressort. Et les ECOS, c'est quelque chose sur lequel il y a eu énormément de publications. Mais par exemple, vous voyez qu'en supervision, on a le mini CEX. Ça, c'est un outil qui est décrit de longue date dans la littérature, qui est plutôt un outil de d'observation, en fait, de supervision directe. Il y a des outils, alors là, c'est écrit en tout petit, mais vous voyez par exemple le DOPS, c'est un outil similaire qui est plus adapté aux démarches procédurales. Et en fait, tout ça, c'est des outils qui sont développés, qui permettent de pouvoir construire un feedback argumenté et qui soit le plus utile possible pour les apprenants. Et parmi les outils qui sont mentionnés de façon assez beaucoup plus restreinte, on va dire, dans la littérature, il y a aussi un certain nombre d'outils d'évaluation en milieu professionnel qui peuvent venir soutenir les techniques de supervision. Et ce qui est intéressant quand on s'est intéressé aux critères de qualité, qu'est-ce qu'un bon outil d'évaluation des compétences, par exemple, c'est la notion d'impact sur la démarche réflexive. Et donc ça va pouvoir aider à guider aussi à quel point est-ce que les outils de supervision qu'on va utiliser, ils viennent nourrir la démarche réflexive des futurs médecins généralistes. Et donc ça, par exemple, c'est une qualité qui n'était pas forcément décrite dans le modèle que je vous montrais tout à l'heure. Et du coup, l'étape d'après, et donc ça, ce sera un troisième travail qu'il va falloir qu'on initie, c'est de pouvoir justement croiser les données de ces 2 thèses et aller analyser les outils qui sont identifiés dans la scoping à la lumière de ce cadre, celui avec cette jolie fusée qui mène vers une certification de qualité, et les critères un petit peu présentés juste avant de Ardennes. Et donc ça, notamment pour les outils d'évaluation en milieu professionnel. Un autre exemple, pour soutenir le développement des pratiques de supervision qui sont adaptées à la phase de consolidation, là aussi on a initié un travail avec 3 internes bordelaises, Juliette Levourche, Léna Monville et Valentine Baudouin, un travail que je co-dirige avec un de mes collègues chef de clinique au département de médecine générale de Bordeaux, le docteur Thomas Henry, une scoping review qui vise à donner une cartographie des outils de supervision utilisés chez les étudiants en santé en fin de cursus, donc médecine mais pas que. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a aucune idée des outils qui existent ? Évidemment que non. Et dans les formations de maîtres de stage actuellement, évidemment qu'on apporte des outils de supervision et que ce soit adapté à la phase de supervision directe ou indirecte. Il y a des outils qui sont assez bien décrits dans la littérature, comme par exemple le SNAPS ou la minute du superviseur, qui viennent soutenir le développement du raisonnement clinique. Mais là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir identifier, et la question, elle porte spécifiquement dessus, mais qu'est-ce qui est le plus utilisé, le plus utile et le plus pertinent chez les étudiants qui sont vraiment sur cette fin de leur parcours de professionnalisation, qui sont sur cette phase de transition où ils sont autonomes, mais où il y a quand même encore besoin d'un accompagnement pédagogique. Et à partir de ces résultats, on pourra pareil réaliser une même démarche finalement de sélection d'outils sur la base de critères de qualité qui ont été définis, mais aussi par exemple à l'aide de travaux comme celui que vous a présenté Laurence avec Vincent autour des attentes aussi
des utilisateurs de ces outils. Et ça, c'est le préalable finalement à planifier l'implémentation de ces outils. Et derrière, ça va impliquer aussi une évaluation des effets pédagogiques qu'on va produire. À ce stade, parmi vous, certains et certaines sont peut-être surpris, voire même peut-être choqués que tout ça ne soit pas déjà gravé dans le marbre. S'il y a évidemment besoin que le cadre soit rapidement fixé, si on se repositionne sur un plan strictement pédagogique, je vous propose une alternative qui est par exemple, donc là je vous parle d'innovation pédagogique, mais si finalement au lieu de chercher à tout prix à créer un cadre immuable, clé en main, invariable, sur le plan pédagogique et des contenus, on profitait de cette réforme pour transformer la démarche en un vrai processus au-delà de l'innovation pédagogique, même d'évolution pédagogique. Parce que, en fait, quand on travaille en formation, on est vraiment sur un cercle assez continu qui comporte des étapes ou des jalons. Le jalon le plus important, c'est quand on parle d'un projet de changement, c'est la vision qu'il y a derrière. Et cette vision, je vous en ai parlé au début, c'est vraiment de pouvoir améliorer le développement de l'expertise clinique des futurs médecins généralistes tout au long de leur formation. En effet, il ne s'agit pas d'innover pour innover à chaque fois qu'il y a une nouveauté à la mode, il ne s'agit pas d'ajouter des années pour ajouter des années, mais il s'agit de faire des choses parce qu'elles paraissent pertinentes et parce qu'on pense qu'elles vont avoir des effets positifs sur la formation. Et cette évolution, donc, elle va, avec cet objectif clair en tête, on va pouvoir s'engager dans ce processus, on va pouvoir identifier les outils et puis mettre en place des processus validés. Et donc voilà, à partir de l'analyse du contexte. Et l'analyse SWOT, ça c'est un outil qui permet vraiment d'analyser à la fois les forces internes et externes, mais par exemple aussi les facteurs extérieurs qui peuvent favoriser ou à l'inverse impacter négativement la conduite du changement. Et j'en reviens justement à ces questions de cadre. Et on voit bien que par exemple ici la façon dont le process a pu prendre du temps autour des cadres est quelque chose qui vient questionner et rendre plus compliqué l'implémentation de ce changement pédagogique. Mais voilà, et puis modifier plusieurs leviers, gérer le projet. Et en fait, tout au long du processus, il importe d'impliquer les acteurs clés. Et au final, les acteurs clés, finalement, c'est un peu la composition de cette plénière. Hein. C'est nous, c'est vous tous dans cet amphi qui vous intéressez ici à la pédagogie pour les docteurs juniors. Et ce processus, il va de pair en fait avec un processus d'évaluation du dispositif qui va nécessiter de monitorer les évolutions en cours, de recueillir des données et sur l'implémentation, sur l'impact pédagogique, les freins, les leviers. Et cette analyse, elle doit permettre ensuite de juger les ajustements et les évolutions supplémentaires nécessaires. Au total, mon message est donc de vous dire, les outils, ils existent, il y en a plein. Et justement, on a tout un travail qui est déjà bien avancé pour pouvoir choisir lesquels on va commencer à implémenter. Et mon message est de dire qu'en fait, on n'a pas fini de parler de pédagogie et d'évolution pédagogique parce qu'en fait, cette réforme, on va pouvoir aussi évaluer ses effets et continuer de l'améliorer tous ensemble au fur et à mesure à l'aide de démarches comme celle-ci. Je vous remercie pour votre attention.